On reçoit Vincent Jeanbrun. Bonsoir monsieur, vous êtes député Les Républicains, vous êtes aussi porte-parole du groupe LR à l'Assemblée. Je vous présente Camille Girard qui va vous interviewer avec moi. Avant de vous écouter, je voudrais qu'on regarde un reportage qui montre ce à quoi vous êtes confrontés, vous les élus locaux. Vous étiez maire de l'Agny-les-Roses il y a encore quelques mois, vous les élus locaux, donc vous les législateurs, ces Français confrontés à des passoires et à des bouilloires thermiques. C'est un immeuble parisien typique, mais l'été au 6e étage, il fait plus de 30 degrés, invivable pour les occupants. Si vraiment on a trop chaud, on va chez nos parents, juste pour ces périodes-là. Mais beaucoup n'ont pas ce choix. En France, de nombreux logements sont ce que l'on appelle des bouilloires thermiques, mal isolés contre la chaleur. Il fait très chaud, on a beau ouvrir les fenêtres la nuit, c'est très étouffant la journée. Voilà, on transpire dès qu'on a pris sa douche. Enfin... Il fait 32, 33 degrés dans l'appartement, quoi. Sans vent, sans rien. Donc, bon, vous êtes là, vous transpirez. Vous faites rien, vous transpirez, quoi. Donc, c'est horrible. En France, 35% des logements sont étouffants l'été. 3700 personnes sont décédées à cause de la chaleur l'an dernier. Avec des températures à 40 degrés de plus en plus fréquentes, l'isolation devient un enjeu crucial, été comme hiver. Vincent Jeanbrun, les bouilloires thermiques, qu'est-ce que la loi peut faire ? Il y a un projet de loi transpartisane qui devrait être déposé bientôt justement pour aider ces Français. C'est un tiers des habitations aujourd'hui qui seraient concernées en France, souvent aussi pour des ménages modestes. Est-ce que les Républicains, le groupe dont vous êtes porte-parole, comptent se joindre à ce projet de loi pour protéger les Français de ces bouilloires thermiques ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va se joindre à la discussion, parce qu'après, il faut regarder le contenu du texte et comment il est rédigé. Mais évidemment qu'on doit prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est vrai, des passoires thermiques comme des bouilloires thermiques. Différence ? La passoire thermique, c'est quand il fait très froid l'hiver, et la bouilloire, c'est quand il fait très chaud l'été. C'est souvent, simple, basique. C'est souvent le même logement mal conçu au départ. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, on considère qu'il y a un certain nombre de logements qui est déjà important, mais en réalité, ce nombre, il va continuer à augmenter pour une raison simple, c'est que le climat changeant, on va se retrouver avec des logements qui sont encore acceptables par la chaleur l'été et qui vont devenir de plus en plus chauds parce qu'on n'aurait pas fait les travaux. Donc il y a un défi à relever et de manière générale, il faut qu'on s'adapte à toutes les échelles de notre vie. Moi, je suis élu également de la région Île-de-France où on travaille autour de Valérie Pécresse à un plan qui s'appelle 2050, 50 degrés. Parce qu'en réalité, à 50 degrés sur 2-3 jours d'affilée, il n'y a plus de train, les hôpitaux ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de lycée, il n'y a plus rien. Mais Vincent Jeanbrun, pour revenir précisément sur ce projet de loi qui va être déposé très bientôt, par exemple, proposition, un droit pour tous les locataires d'être protégés de la chaleur. Pas forcément répressif à l'égard des propriétaires, mais une garantie pour tous les locataires d'avoir accès soit à une bonne isolation, soit à des ventilateurs. Est-ce que vous, en tant qu'élu LR, vous seriez prêt à porter une telle proposition de loi ? Ce souhait, il est magnifique. Et je pense que c'est un objectif de société. Ça doit être défendu par le gouvernement français, de dire... Et vous êtes un député, donc vous pouvez aller dans ce sens-là. Soit bien logé. Maintenant, on ne fait pas de la politique juste pour faire des vœux pieux. Donc la question, c'est comment on a un chemin concret pour y arriver. Vous êtes d'accord ? Ma question est concrète. Est-ce que vous pouvez y répondre concrètement ? Vous seriez prêt à voter pour un tel projet de loi ? Ça dépend ce qu'il y a derrière. Celle-là, ça par exemple, garantir à tous les Français la possibilité... C'est magnifique, mais comme on a un jour dit, il faut un droit au logement opposable pour tous les Français, et on voit bien que tous les Français ne sont pas logés correctement. Donc ça vous semble utopique, droit pour tous les locataires à être protégés de la chaleur ? Je ne dis pas utopique parce que ça donnerait l'impression que ce n'est pas important comme sujet ou que c'est dérisoire. C'est très important. C'est vrai pour la chaleur, c'est vrai pour le froid, c'est vrai aussi pour la taille des logements. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'il faut absolument prendre en compte. D'ailleurs, vous parlez à un député qui a créé un club de réflexion, un think tank, comme on dit aujourd'hui, avec des élus locaux et des scientifiques, qui s'appelle Urbanité, pour justement penser la ville de demain face au changement climatique. Donc je suis au fait là-dessus. Mais derrière cette intention qui est plus que noble et louable, comment on fait ? Qui paye ? Est-ce que c'est de l'argent public, avec donc de la solidarité nationale ? Est-ce que c'est le propriétaire qui doit, et dans quel délai, faire les travaux ? Vous avez des isolations qui sont faciles à faire. On arrive, on isole par l'extérieur, c'est super, c'est un coût, mais techniquement, c'est faisable. Mais quand vous êtes dans des villages classés monuments historiques, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, la loi, le diable se cachant dans les détails, il faut la regarder. C'est pour ça que je vous disais qu'on se mettra autour de la table
on va la discuter, on va l'amender, on va la rendre crédible. Et dans ce cas-là, évidemment que si on peut protéger au mieux les Français, et notamment les locataires les plus modestes, qui vivent un enfer l'été et un enfer glacé l'hiver, eh bien évidemment qu'on sera au rendez-vous. On va reparler de ce que vous faites, vous les Républicains, pour le climat, parce qu'à l'Assemblée, quand on vote, c'est pas toujours très évident à l'œil nu que vous êtes favorable à l'environnement. Je voudrais qu'on parle un instant de la situation concrète sur le terrain. La préfecture de police annonce à l'instant même des restrictions, pas des restrictions réelles de circulation demain. Est-ce que vous êtes au courant ? Alors non, j'avoue que je préparais l'émission, donc j'ai pas encore vu tomber ça, mais je peux comprendre, parce qu'en fait, on a un enjeu effectivement de chaleur, mais on a un enjeu de qualité de l'air. Et là-dessus, on sait bien que dans ces moments où la qualité de l'air est très néfaste, très dégradée, il faut qu'on prenne des mesures pour essayer de faire en sorte, particulièrement en Ile-de-France, qu'on puisse respirer. Puisque les gens sont appelés à télétravailler, les restrictions de circulation sont moins pénalisantes. Vous étiez maire de l'Haÿ-les-Roses il n'y a pas longtemps, ville de la banlieue parisienne. J'imagine que vous êtes encore très proche de la commune. Comment ça se passe? Quelles consignes avez-vous données ou le maire a donné concernant, par exemple, les élèves des écoles qui dépendent de la commune? Le maire et l'équipe municipale, parce qu'effectivement je me tiens informé, sont, j'allais dire heure par heure, en contact avec l'éducation nationale, que ce soit les représentants départementaux ou les directeurs d'école, et on essaye d'affiner au plus près les mesures à prendre. La priorité, c'est de laisser le choix aux familles. C'est-à-dire que, évidemment, les familles qui ont la possibilité de mettre leurs enfants... ce qu'a dit Elisabeth Borne. Il faut leur laisser la possibilité de le faire. Pour autant, l'idée, c'était pas de fermer toutes les écoles, parce que sinon, c'est beaucoup de familles qui se retrouvent sans solution. Et vous avez en plus des familles modestes, on parlait des bouilleurs thermiques, qui ont chez eux des conditions moins bonnes qui sont pires que ce qu'on arrive à faire à l'école. Donc, tous les ventilateurs qu'on pouvait déployer ont été déployés, toutes les bouteilles d'eau et fontaines à eau ont été déployées. Et puis, ça fait plusieurs années, et c'est là où, en fait, toutes ces questions, c'est aussi du temps long et de l'investissement pluriannuel. On a mis partout où c'était possible des pièces rafraîchies, comme on dit, c'est pas climatisé, mais ce qui permet, même dans un bâtiment, d'avoir une demi-heure, 1 heure pour se rafraîchir. Les élèves de se rafraîchir. Donc, évidemment que c'est le sujet de préoccupation majeure des équipes un peu partout, à l'Haÿ-les-Roses, mais partout en France, j'imagine. On parle de l'action au niveau local. Comment avez-vous jugé la réaction du gouvernement face à cette vague de canicule? Un peu trop tardive, pas assez d'anticipation? Ouais, attendez, là-dessus, moi, je distingue la réactivité du ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui pour le coup, a été très en avance, très clair sur les enjeux. Quelque chose me dit que tous les ministres LR auront bien fait leur boulot et pas les autres. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais si vous regardez très objectivement, il y a eu le volet santé sur attention, il y a des mesures à prendre. Yannick Neuder, LR. Voilà, très bien. Et effectivement, sur le côté éducation nationale... Elisabeth Borne, à gauche de Renaissance. Mais c'est pas un sujet d'Elisabeth Borne, on a tardé à avoir les informations sur quelle serait la politique au niveau de l'école. Moi, je comprends le besoin qu'a eu Elisabeth Borne de concerter beaucoup ses équipes, les syndicats, etc. Donc, elle a dit exactement ce que vous venez de dire pour les Îles-Roses. Les écoles sont ouvertes. Si c'est mieux d'aller à l'école, on va à l'école. On a attendu une réunion qui devait avoir lieu, je crois, à 17h le dimanche. Donc, c'est sûr que prévenir nos personnels, les parents, les équipes le lendemain, c'était pas évident. Et donc, quand vous dites le timing, puisque vous m'avez interrogé sur le timing, c'est vrai que l'anticipation sur ce qui allait advenir des écoles, on l'a attendu un petit peu. Tout ça pour avoir dimanche soir, finalement, débrouillez-vous, on laisse de la flexibilité. Mais maintenant, je crois que la conversation est fluide et qu'on avance bien. Donc, On parle de l'action des politiques. À l'instant, vous nous disiez aussi le diable se cache dans les détails pour savoir quelle proposition de loi voter ou pas en tant que député. On a l'impression aussi que parfois les détails, ça permet l'immobilisme politique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que les LR à l'Assemblée nationale en ce moment, ils sont pas pro-environnement. Il y a d'ailleurs eu une tribune signée ce week-end dans Le Monde par Stéphane Foucard, l'ignorance délibérée de la réalité, avec cette phrase: le 19 juin, en pleine canicule, les députés votent un moratoire sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui vous arrive moratoire que vous avez voté en ce moment sur les questions environnementales? Et qu'est-ce qui vous permet de dire que les députés de la droite républicaine ne seraient pas pour l'environnement? Eh bien, là, il y a eu plusieurs... La discussion sur la trajectoire... Vous me posez la question, je vous réponds. Discussion sur la trajectoire énergétique. Vous avez bien voté pour un moratoire sur les énergies renouvelables. Je vous réponds très tranquillement. Ouais. Vous l'avez voté ou pas? Il y a deux choses. Il y a eu un amendement, première chose, qui disait: est-ce qu'on peut avoir une étude d'impact avant de dépenser 300 milliards d'euros? Et ça, bien sûr qu'on l'a voté. Et évidemment qu'on l'a voté.
Donc c'est un moratoire. Et on l'a voté. En français, ça veut dire un moratoire. Ça veut dire qu'en attendant... très clairement. Ça veut dire qu'en attendant... Attendez, c'est un amendement. J'y reviens parce que le texte de loi, lui, nous sommes abstenus. Non, mais vous avez l'air de refuser. Vous avez l'air de je refuser refuse pas, je vous explique. Donc vous avez voté pour que, pendant un certain temps... Vous posez une question, je vous réponds. Sinon, non, mais je vais vous poser la question clairement. Vous avez voté pour que pendant un certain temps, on ne développe plus d'énergie renouvelable en France. Tout est dans le certain temps. En fait, ce qui a été demandé par notre groupe, et c'est un amendement qu'on a porté, c'est de dire, nous, on maintient tous les objectifs en matière de décarbonation de notre pays, horizon 2050. On ne renie rien là-dessus. Sans énergie renouvelable, ça ne va pas être gagné. Mais bien sûr, d'où le fait qu'il faut investir sur les énergies renouvelables. Évidemment, et ça, on le dit aussi, vous avez raison, c'est dans les détails que les choses se disent. Et derrière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit juste, là, vous êtes en train de proposer, non pas les 150 milliards d'investissements qu'on a eu la dernière fois, mais 300 milliards le double, sans aucune évaluation de la situation actuelle, sans aucune évaluation financière, sans aucune évaluation scientifique, sans évoquer même le mot innovation et recherche. Mais Vincent Jeanbrun, il y a une urgence à agir aujourd'hui. Vous pensez vraiment que vous avez le temps? Je termine, et si vous me permettez, justement le temps. On a le moratoire, puisque vous tenez à ce mot-là, il était conditionné à la publication de cette étude. C'est pas nous qui tenons à ce mot-là. À la publication de cette étude. C'est-à-dire que ce n'était pas un moratoire pour 10 ans, on ne fait plus d'énergie renouvelable pendant 10 ans, c'était tout l'inverse. C'était, dites-nous, scientifiquement. Et je vais vous dire une chose, ce que nous avons demandé sur le moratoire, c'était demandé par l'Académie des sciences. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une énergie en France. Non, mais la France est très vertueuse sur la production décarbonée. On est à 95% de l'énergie électrique que l'on produit de manière décarbonée. Grâce au nucléaire. Mais Vincent Jeanbrun, dernièrement, il y a eu la loi Duplon aussi pour qu'il y ait plus de pesticides dans l'agriculture. Juste parce que vous parlez des jeunes. Mais les jeunes, il faut qu'on pense à leur avenir. On n'investit pas 300 milliards d'euros sur des panneaux photovoltaïques et des éoliennes si aujourd'hui, ce n'est pas l'énergie dont on a le plus besoin. Et puisqu'on est entre écolos, visiblement, vous savez ce que c'est que l'énergie osmotique? Non. Non. Eh ben, les recherches sont en train de nous montrer qu'il y a peut-être une nouvelle énergie propre. Et en attendant, donc on attend les recherches. Mais sur 300 milliards, on ne peut pas en mettre un petit bout sur la recherche? C'est une question. Et moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je voudrais que des scientifiques nous fassent une étude d'impact. Vous arrêtez l'éolien. Non, on ne l'arrête pas. On se demande simplement, est-ce qu'on peut éclairer par la science des sujets comme les investissements? Mais dites pas, on l'arrête pas. Moratoire, ça veut dire en attendant, ça s'arrête. J'entends vos justifications, mais un moratoire, ça veut dire que ça s'arrête. Il y a le mot moratoire dans l'amendement, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Merci. Mais il est conditionné non pas à une durée, parce que souvent on dit un moratoire d'1 an, 2 ans, 10 ans, il est conditionné à la publication d'une étude scientifique par le gouvernement. Compris. Vincent Jeanbrun, on est surtout des journalistes et donc on s'interroge face à des faits. On vient de parler donc de cette loi sur la transition énergétique. Vous nous avez expliqué le moratoire, mais les faits sont un peu tenaces. Vous permettez de répondre juste sur le mot amendement. Camille va vous poser une question. Parce qu'elle a dit loi. Mais Camille va vous poser une question. Camille a dit loi alors que nous on a voté un amendement. Et ensuite on n'a pas laissé passer la loi parce que pour le coup la loi était devenue anti-écolo et anti-transition écologique. Cette précision est donc donnée. Mais les faits sont têtus et les votes s'accumulent. Il y a également la proposition de loi Duplon avec, on peut lire la réautorisation d'insecticides dangereux. Il y a eu aussi la loi de simplification où il y a eu l'interdiction des ZFE. Tout ça s'accumule. Ce sont des votes de la droite. Et en ce temps de canicule, où donc on ressent l'impact directement du réchauffement climatique, votre groupe politique, vous en tant que député, vous ne semblez pas voter des lois qui vont dans le sens de la protection des Français par rapport à ce réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Très simplement, c'est très concret, c'est des votes. Très simplement, d'abord, on a une liberté de vote au sein du groupe et à titre personnel, je n'ai pas voté la suppression de la ZFE. J'étais pour que, là, pour le coup, on fasse un moratoire tant qu'on n'avait pas des mesures d'accompagnement social, parce que j'estime. Alors, on a regardé vos votes. On a regardé vos votes cet après-midi, et de fait, dans votre groupe, vous n'êtes pas dans les plus anti-écolos. Ah bah non, je vous l'accorde. Plutôt le contraire. Et il y a bien 40 000 morts par an liés à la pollution. Et je vous parlais d'un think tank tout à l'heure, club de réflexion sur les questions de santé environnementale. Donc ça me préoccupe au plus haut point. Pour autant. Il y a effectivement un enjeu social. Vous le regrettez, c'est que les ZFE aient été annulés par... Mais en fait, moi, je vous donne ma position. Ma position, c'était de dire je souhaitais un moratoire pour ne pas envoyer le signal de il n'y a pas de sujet de pollution de l'air.
mais qu'on ait des vraies mesures d'accompagnement social. Parce que si on est uniquement dans l'écologie dite punitive, vous vous retrouvez avec des citoyens qui, eux, pensent à la fin du mois avant de pouvoir penser à la fin du monde, et qui, au bout d'un moment, vont voter pour des gens qui, comme Trump, vous disent, ou comme M. Bardella. M. Bardella, qui, dans ses meetings, il y a des gens qui arrivent en disant le changement climatique, c'est la plus grande escroquerie du monde. Alors voilà, ça, c'est la position du RN. La droite républicaine, c'est pas ça notre position, mais on entend... Ils sont un peu multiples, vos positions, mais on entend, vous, la vôtre. On entend le besoin de nos concitoyens. Moi, des habitants de l'Haye-les-Roses, chez moi, on est à 5 km de la Porte d'Orléans, au sud de Paris, qui nous disaient, mais alors, je vais plus pouvoir aller voir ma grand-mère qui est en train de souffrir de la canicule dans Paris. Donc, il y avait besoin d'un équilibre. Et sur la question de la loi du plomb, que j'ai pas voté non plus, mais je comprends mes collègues, notamment avec les agriculteurs qui sont dans leur territoire, qui disent, mais vous êtes en train de voter à l'Assemblée quelque chose qui va, pour le coup, nous préoccuper sur la fin du mois, et nous mettre en concurrence avec toute l'Europe, et nous mettre en concurrence avec des produits dégueulasses d'un point de vue santé environnementale à l'autre bout du monde. Donc là aussi, je pense qu'il faut s'éclairer par la science et le pragmatisme et dire, bien sûr qu'il faut qu'on sorte de ces pesticides. D'ailleurs, les agriculteurs sont d'accord. Et ils veulent aussi moins de poison dans leurs terres et sur leurs mains. Mais il faut, à un moment donné aussi, qu'il y ait une réalité économique et un accompagnement. Vincent Jeanbrun, on vous a fait venir aujourd'hui parce que vous avez présenté un plan choc pour les banlieues. 2 ans après les émeutes que vous avez vécues de très près, on se souvient que vous étiez à l'époque maire de l'Haye-les-Roses et que votre mairie et votre domicile avaient été attaqués. On se souvient de la peur de votre épouse et de vos enfants, une voiture bélier lancée contre votre domicile. Vous présentez ce plan banlieue, Ça m'a surtout eu du courage plus que de la peur. Comme un plan choc. C'est quoi l'état d'esprit général? C'est plus de sécurité? Non, l'état d'esprit général, justement, il est de s'appuyer sur un triptyque important. La sécurité et la priorité. C'est le premier point du triptyque, évidemment. Sécurité, mais j'aime à dire il faut de l'ordre, du beau et de l'espoir. L'ordre, c'est la sécurité, on peut y revenir. Le beau, c'est casser les ghettos. C'est pas normal qu'en fait, quand on passe devant un quartier qui est le quartier ghetto, quartier HLM, on le reconnaisse instantanément. Il y a des pays où on sait construire du logement solidaire, du logement social, sans qu'on le reconnaisse. Il y a même des villes qui font ça. Il y a autour de nous des maires qui ont toujours pris soin de mélanger le social avec le reste. Ça, c'est casser les ghettos. Et pour moi, c'est depuis Haussmann, on a montré que quand on transformait l'urbanisme, on était capable de transformer les comportements et de donner plus de chance aux populations qui vivaient sur place. Et le troisième point qui est fondamental pour le gamin des bars HLM de l'Haye-les-Roses que j'étais, c'est celui de l'espoir. Quand j'étais gamin, on n'avait pas grand-chose, mais on était convaincus qu'on allait s'en sortir. Avec les copains, quelles que soient d'ailleurs leurs origines, le niveau social de leurs parents, on était tous modestes, mais il y avait des différences. On était convaincus que la promesse républicaine qui nous disait « bosse bien à l'école, respecte les règles et tu t'en sortiras », on m'a pas dit « tu deviendras maire de l'Haye-les-Roses », mais il y avait ce côté-là, c'était possible, tu es peut-être député un jour. Et aujourd'hui, cet espoir-là, il a disparu, et pour cause. Quand vous avez de la violence en permanence, des services publics qui reculent, quand vous avez des logements, etc. Ce constat, sur le constat, je pense que absolument tout le monde est d'accord que l'espoir disparaît et que la France est ghettoisée. On voudrait vous interroger, Camille voudrait vous interroger sur une proposition en particulier. Alors, il y a plusieurs propositions dans votre plan banlieue. Il y en a notamment une qui a fait polémique, qui est celle d'élire les juges. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi élire des juges pourrait aider les habitants des quartiers populaires? Je crois que c'est la France entière que ça pourrait aider. Aujourd'hui, je suis parti d'un constat simple, c'est que, et notamment après les émeutes, que n'ai-je entendu de la justice? Parce que c'est vrai que, si on se souvient, les émeutes, le président de la République lui-même dit 10 000 émeutiers, 10 000 jeunes globalement, et combien d'arrestations? Même pas un petit millier. Combien de condamnations? Même pas 800. Et des condamnations ridicules. On se souvient de l'exemple à Villeneuve-le-Roi d'un incendiaire de l'hôtel de ville qui se filme en train de le faire et qui ressort libre 15 jours après. Donc des citoyens choqués par la violence des émeutes et choqués tout autant par une justice qui n'est pas comprise. Oui, mais là, ce que vous dénoncez, c'est à vos yeux, c'est une justice qui serait trop laxiste. Ça, c'est dans votre regard sur le travail fait par la justice. C'est ce que vous dites. Non, je dis qu'il y a un manque évident de transparence. On n'a pas la culture de la transparence du processus judiciaire en France. Et je ne mets pas en cause les juges en tant qu'individus à ce moment-là. Mais notre système de justice,
Parce qu'au fond, et ça devrait tous nous interpeller, il y a moins d'un Français sur deux qui fait confiance à sa justice aujourd'hui. Et ce n'est pas le sondage du dernier magazine à sensation. C'est la profession elle-même qui fait des études et qui se rend compte que dans notre système, on ne fait plus confiance aux juges. Et moi, ça m'inquiète parce que je suis profondément républicain, profondément démocrate. Et je crois qu'une démocratie dans laquelle on ne fait plus confiance aux juges, eh bien, je considère que c'est une démocratie qui est en danger. Et donc, évidemment, il faut que les parquetiers, qui sont la cheville ouvrière, le lien entre la police et la justice, puissent rendre compte régulièrement et tirer une légitimité très forte, non plus de la nomination du ministre de la Justice du moment, mais des électeurs. Alors, il y a plusieurs modèles. Moi, je prétends pas avoir la vérité. J'ouvre la porte. Je veux qu'on ait un débat. Parce que vous voulez lancer le débat. Alors, le débat a bien pris. Levée de bouclier, évidemment, dans la magistrature. Une proposition jugée ridicule, purement polémique. Enfin, voilà, florilège de critiques. Mais celle qui est la plus problématique pour vous, c'est celle qui vient de votre propre camp. Bruno Retailleau, hier, président de votre parti. Affirmé, président de votre parti, je n'y suis pas favorable, je le cite, ce sont ses mots, je craindrais qu'il y ait une politisation. Au contraire, je pense qu'un juge doit être indépendant et impartial. Je pense qu'une élection atteindrait cette impartialité. Question simple. À quoi ça sert de faire une telle proposition quand dans votre propre camp politique, un des ténors du gouvernement dit « je n'y suis pas favorable ». C'est juste pour faire parler. Alors non. D'abord, j'ai une expression que j'aime beaucoup, le débat c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer. Et bien moi je veux lancer un débat. Et que tout le monde ne soit pas d'accord du premier coup, tant mieux. Il va continuer de pleuvoir là quand même. Je crois qu'il faut qu'il y ait un débat. Première chose. Deuxièmement, vous l'avez rappelé. Moi, j'ai eu une voiture en feu qui a percuté mon domicile. J'ai dû protéger à coups de barbelés l'hôtel de ville qui était attaqué par des barbares. Je suis pas là pour faire le buzz. Je m'en fous royalement. Je m'en fous réellement. Pardon d'être aussi vulgaire à votre antenne, mais sincèrement. Mais pardon, le sujet, c'est que dans notre pays, on est une république qui tienne debout. Et pour qu'elle tienne debout, il faut qu'il y ait une justice. Et pour qu'il y ait une justice légitime et efficace, il faut qu'elle ait la confiance du peuple. Jeanbrun, moi je prends très au sérieux votre proposition. Si ça ne plaît pas, qu'on me fasse des propositions contraires. J'ai aucun problème. Moi, je voudrais qu'on discute ce qu'a dit Bruno Retailleau. Ce qu'a dit Bruno Retailleau. Quand on est élu, quand on est élu, on est forcément attentif à ce que pensent ses électeurs. Un juge, bien sûr. Un juge, il doit être attentif à ce que dit la loi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en les élisant, ils soient plus attentifs à faire plaisir à leurs électeurs qu'à respecter la loi de la République? Donc, on a eu tort pendant tant d'années d'élire les juges. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau qui n'est pas un homme de gauche. Les tribunaux de commerce aujourd'hui sont... Réponse dilatoire. Il y a des juges... Non, je suis sérieux. Non. Il y a des juges dans les tribunaux de commerce qui sont élus. Vincent Jeanbrun, j'ai très sérieusement pris en considération votre proposition aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je vous réponds sur deux choses pour vous rassurer. Jusqu'au bout. Pourquoi je pense qu'il faut qu'on élise des personnes qui sont juges soient élus, écoutez-moi s'il vous plaît, pourquoi le fait que les juges soient élus réglerait quoi que ce soit dans la confiance de la population? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Sondage, et il y en a plein qui vont dans le même sens, mais celui-là, celui de l'Ipsos, intitulé « Fracture française ». À la question posée aux Français, à quelle institution faites-vous confiance? Les partis politiques, les élus, donc, sont les derniers de la classe. Seulement 14% des Français leur font confiance. La justice arrive quasiment premier de la classe. 45% des Français font confiance aux juges. En quoi votre proposition d'élire des juges ferait que les Français auraient plus confiance en eux, puisque les gens qu'ils élisent aujourd'hui, c'est les derniers de la classe de la confiance. Je ne comprends même pas la logique. Si je vous écoute, surtout ne changeons rien et laissons notre système démocratique se déliter. D'abord, ce que vous ne dites pas, c'est que les chiffres sont assez constants. Ça se dégrade, cette confiance dans la justice. Depuis 2021, on a perdu... Moins que dans les politiques ou même les journalistes, si vous voulez, je me mets dans le tas. Et les politiques, quand la question est posée aux Français, les politiques, en général, c'est les derniers de la classe, vous avez absolument raison, et bien souvent, parce qu'on donne le sentiment d'être inefficace. Et d'être dans le buzz, comme vous disiez tout à l'heure, et pas avec vos tripes dans vos combats. Mais quand vous posez la question, faites-vous confiance à votre élu local, à votre maire? Là, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Et puis surtout, on fait plus confiance aujourd'hui en France, d'après ces sondages, à la police qu'à la justice. Parce qu'on se dit, tiens, le policier arrête, la justice relâche. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, je dis que c'est le sentiment de beaucoup de nos concitoyens. Mais je vais vous dire, c'est une proposition parmi 30,
Et je pense que nos quartiers et les 5 à 6 millions de Français qui vivent dans ces quartiers et qui subissent tous les jours, en réalité, ce qu'on a vécu pendant les émeutes urbaines pendant 5 jours, eh bien, c'est à cela qu'il faut penser. Il faut qu'on se mobilise pour proposer des choses, pour les sortir. C'est pas le diagnostic qu'on interroge, c'est la solution. Dernière question sur les émeutes déclenchées par l'affaire Nahel. 10 jours d'émeutes, 500 communes touchées, 66 départements. Le maire de Nanterre a annoncé qu'il voulait déposer une plaque en hommage à Nahel. Vous voulez faire un plan pour aider la situation dans les banlieues. Est-ce que vous irez à cet hommage ? Non, et j'aurais été maire de Nanterre, je n'aurais pas apposé cette plaque. Pourquoi ? Parce que le casier judiciaire de Nahel n'en fait pas un exemple. Et on peut déplorer toutes les victimes. Mais si ça apaise la situation, si ce geste républicain, que vous n'auriez pas fait, permet d'apaiser la situation. Je me demande. Vous pensez vraiment que nos concitoyens se sentent apaisés parce que quelqu'un qui visiblement avait des démêlés récurrents avec la justice, qui ne méritait pas de mourir, soyez bien d'accord, mais est mis en exergue. Oui, je pense que ça peut apaiser un certain nombre de gens dans le département. Écoutez, j'ai vraiment des doutes, et bon, on peut être en désaccord sur ce point-là. Je pense que et c'est ce que je dis dans le plan, c'est les plus méritants. Je comprends aussi que ça choque, mais... C'est ceux qui sont les plus méritants qu'on doit mettre en avant. Et je ne suis pas sûr que cet enfant, qui encore une fois ne méritait pas de mourir, mais ce Nahel, soit un exemple à mettre pour les jeunes des quartiers, que ce soit de Nanterre ou d'ailleurs. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains et porte-parole de votre groupe à l'Assemblée.